Pour maintenir le dialogue avec les personnes avec lesquelles nous sommes en désaccord, nous avons besoin de rester ouverts à ce qu'ils ont à nous dire, même si cela nous semble dissonant. Mais comment faire ? Chaque fois que se présente une situation de dissonance cognitive, c'est-à-dire à chaque fois que nous sommes confrontés à des données contradictoires, nous avons la possibilité de suspendre notre jugement. Il s'agit d'accepter, provisoirement, l'inconfort d'avoir plusieurs représentations concurrentes en tête sans en exalter ni en écarter aucune, le temps de réunir assez d'arguments pour pouvoir trancher. C'est ce que fait un juge honnête, c'est aussi ce que fait un chercheur scientifique honnête. Une telle démarche est évidemment non aristotélicienne, et même quantique d'une certaine façon. Un peu comme le chat de Schrödinger, vous savez, ce chat qui est à la fois vivant et mort dans l'expérience, vous trouverez dans ce que les physiciens appellent un état superposé. C'est-à-dire non déterminé, en attendant que des faits viennent confirmer ou infirmer une des thèses en présence. Suspendre son jugement permet d'écouter d'autres points de vue et de chercher à les comprendre en tant que système de croyance. C'est un exercice auquel on peut s'entraîner en faisant du théâtre improvisé ou en pratiquant le jeu de rôle sur table par exemple. Un auteur qui doit écrire un dialogue entre des personnages doit lui aussi suspendre son propre jugement pour se mettre à la place des différents personnages qu'il doit mettre en scène et qui évidemment vont défendre des points de vue opposés. Alors suspendre son jugement n'est pas toujours possible. Lorsqu'on est confronté à une situation d'urgence qui exige une prise de décision rapide, nous faisons tous la même chose. Nous agissons en essayant de faire au mieux et au plus vite. Dans ces cas-là, nous n'avons d'autre choix que de mettre en œuvre des solutions déjà éprouvées et que nous connaissons déjà. Les médecins urgentistes connaissent très bien ce problème. C'est un métier qui oblige à avoir en tête une multitude d'actes médicaux possibles, ainsi qu'un ensemble de protocoles très précis pour déterminer très rapidement lequel de ces actes médicaux va pouvoir s'appliquer à un cas donné. Un urgentiste, face à une hémorragie externe, n'aura pas besoin de réfléchir très longtemps pour agir. Mais il peut aussi être amené à suspendre son jugement. Lorsqu'il y a un doute sur un diagnostic, il doit alors gérer le stress du patient, celui de la famille du patient, et puis la pression des autres malades qui attendent leur tour, en attendant que des analyses complémentaires permettent de trancher. Alors de plus, l'urgentiste a bien conscience que, souvent, une vie dépend de son jugement, et qu'à lui suspendre trop longtemps, le traitement risque d'arriver trop tard. Il est clair que tout le monde n'a pas les capacités de travailler comme urgentiste. Fort heureusement, il y a tout de même de très nombreuses situations dans lesquelles on peut et on doit prendre son temps. Surtout lorsque toutes sortes de pressions s'exercent pour influencer une décision. C'est évidemment le cas des décisions politiques qui sont susceptibles d'impacter la vie de millions de gens à court, moyen ou long terme. Alors pour autant, même à l'échelle individuelle, n'importe qui peut suspendre son jugement. Nous sommes d'ailleurs tous habitués à le faire systématiquement dans des circonstances parfaitement définies. Lorsque nous lisons un roman, ou une bande dessinée, ou quand nous regardons une pièce de théâtre, ou n'importe quel film de fiction, nous acceptons des prémices aussi étranges que dans un trou vivait un hobbit, ou il était une fois une petite princesse qui s'appelait Blanche-Neige. Le poète Coleridge appelait ça la suspension consentie de l'incrédulité, c'est-à-dire le fait d'accepter provisoirement ce qu'un récit affirme, pour peu que l'auteur se soit donné la peine de mettre dans ses personnages suffisamment d'humanité et de vraisemblance. Suspendre son jugement revient à effectuer sciemment, le temps d'une discussion dans un cadre réel, l'opération mentale de suspension de l'incrédulité à laquelle notre inconscient procède quand nous sommes face à une œuvre de fiction. Autrement dit, nous faisons comme si la chose qu'on nous présente, et que nous croyons impossible ou incohérente, nous faisons comme si cette chose pouvait tout de même être vraie, le temps de rassembler plus d'informations, d'y réfléchir, ou de laisser des spécialistes plus compétents y réfléchir, et obtenir leur avis. Donc c'est une discipline intérieure, plus accessible qu'il n'y paraît, et que certains journalistes maîtrisent parfaitement, lorsqu'ils se font par exemple l'avocat du diable pour animer un débat. Alors cette posture fonde une méthode très ancienne, appelée dialectique,
et qui encore aujourd'hui est le socle de toute discussion scientifique sérieuse. La suspension du jugement et la dialectique ont été popularisées par Platon dans les nombreux dialogues mettant en scène son maître Socrate. Elles sont également mises en œuvre dans le plan dialectique que tout lycéen apprend, normalement, à maîtriser dans le cadre de ses études pour faire une dissertation. Alors attention toutefois à la limite inhérente à cette méthode classique, fondée sur l'idée, tout à fait discutable, que quelque chose de vrai puisse émerger de la confrontation de plusieurs thèses contradictoires. La démarche peut aboutir à un consensus, mais ce consensus reste malgré tout une représentation du réel. Et en tant que représentation du réel, cette représentation est susceptible d'être mise en question. Ainsi, nous pourrions envisager, par prudence, de considérer tout jugement posé comme provisoire. De plus, dans un cadre non aristotélicien, il est possible que la thèse et l'antithèse soient toutes les deux erronées, tout comme il est possible qu'elles soient toutes les deux acceptables, même si elles sont apparemment contradictoires, la contradiction provenant d'une confusion sémantique qu'un travail sur le langage peut permettre de lever. La plupart du temps, les personnes qui basculent d'un point de vue à un autre, c'est-à-dire d'une représentation à une autre, sont passées par une phase de suspension du jugement avant de changer d'avis. Grâce à cette phase, ils ont pu traverser des étapes transformantes qui les ont amenés à considérer simultanément plusieurs points de vue incompatibles entre eux. Et leur basculement a eu lieu suite à un événement ou une parole qui paraît en soi avoir été la seule cause de la transformation, mais qui, en réalité, est le dernier élément d'une liste parfois longue, comme le dernier poids posé sur la balance qui l'a fait pencher d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, cette image de la balance, qui vient de la culture populaire, elle est tout à fait adaptée à ce qui se déroule dans l'esprit d'une personne qui, d'abord, doute de sa représentation, puis suspend son jugement, s'instruit, élabore d'autres représentations ou prend connaissance d'autres propositions d'analyse, et puis finalement fait son choix en disant voilà, c'est plutôt ça que je pense, je nuance ma pensée, je change d'avis. En français d'ailleurs, quand on annonce une décision mûrement réfléchie, on utilise l'expression tout bien pesé. Dans le contexte d'une société à la fois médiatique et mercantile, la suspension du jugement pose un réel problème. En effet, la rentabilité d'un média dépend de son niveau d'audience, et ce qui fait niveau d'audience, ce sont les situations conflictuelles et les informations porteuses d'intenses émotions, comme la peur ou l'angoisse. Or, suspendre son jugement a toujours un effet apaisant sur les relations humaines, et un tel effet n'est hélas pas très vendeur. Ce qui est rentable pour les médias dans une économie de marché, c'est l'exacerbation des conflits. Ceci explique qu'il existe fort peu d'émissions de radio ou de télévision pratiquant la dialectique. Un duel opposant deux rhétoriciens aura toujours plus de succès qu'un échange entre dialecticiens. Pourtant, si vous voulez développer un échange constructif, vous aurez besoin d'outils dialectiques. Si votre interlocuteur s'aperçoit que vous êtes en mesure d'écouter ce qu'il vous dit, et que vous exprimez une sincère curiosité à son égard, que vous lui portez une authentique écoute, il aura tendance à rester dans une relation posée et respectueuse, et vos échanges seront plutôt fondés sur la présentation d'éléments factuels et vérifiables plutôt que sur un conflit de personnes. Quand les protagonistes d'un échange adoptent la posture de la suspension du jugement, il arrive assez souvent que la discussion aboutisse à des conclusions inattendues. Chacun est amené à prendre conscience d'éléments qu'il ignorait, ou dont l'interprétation s'avère plus délicate qu'il ne l'avait initialement pensé. Dans les dialogues de Platon, Socrate est assez régulièrement en position de suspension du jugement, afin d'étudier les implications de ce qu'on vient de lui dire. L'interlocuteur, ayant été écouté, vraiment écouté, n'a alors pas d'autre choix que d'écouter à son tour ce que Socrate peut en dire. En fait, cette approche, parfois décrite comme méthode maïeutique, ou art de faire accoucher les esprits, présente l'immense avantage d'éviter les conflits de personnes, pour se focaliser sur le contenu de ce qui est échangé. Plus généralement, assumer de suspendre son jugement, cela revient à refuser de considérer ce dont on discute comme une affaire personnelle. Quand il apparaît, au terme de l'échange, que le point de vue que l'on prétendait défendre mérite finalement des nuances, voire de sérieuses remises en question, eh bien, la situation s'en trouve beaucoup moins inconfortable. Si vous n'avez pas mis trop de vous-même dans l'échange, c'est pas trop un problème de changer d'avis.
Donc suspendre son jugement, c'est donc aussi une façon de se donner à soi-même la possibilité de changer d'avis sans perdre la face. À partir de là, plusieurs chemins s'offrent à vous. Dans quelle mesure la suspension du jugement peut-elle nous aider à nous représenter le futur? Ce sera par ici. Il arrive qu'après mûre réflexion, une nouvelle façon de voir les choses s'impose. Il nous faut alors faire le deuil de nos anciennes représentations. Mais est-ce si simple? Ce sera par là. Enfin, et ce sera l'objet du prochain épisode, la suspension du jugement peut-elle aider dans les processus d'apprentissage? Ce sera par ici. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Pardon pour ma voix, je me remets d'une pharyngite, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite.